Les otages du golfe Persique, des dizaines de milliers d'étrangers vont servir de bouclier humain aux installations vitales de l'Irak. Les réfugiés affluent à la frontière irako-jordanienne où l'embargo alimentaire n'est pas toujours respecté. Mobilisation contre le tracé du TGV Méditerranée dans le sud-est. Les premiers trains sont bloqués. La nuit risque d'être chaude. La vente des yearlings sérieusement perturbée par l'absence des investisseurs arabes à Deauville. Bonsoir. Échange levé de l'embargo contre vie humaine. C'est le nouveau marchandage en vigueur dans le golfe Persique. En clair, les Occidentaux en Irak et au Koweït sont maintenant des otages. Et ce soir, ils sont même officiellement menacés de famine. Jérôme Catala. Première décision du ministère irakien du Travail et des Affaires sociales, annoncée officiellement à la télévision cet après-midi. Les enfants des hôtes étrangers, entre guillemets, seront traités comme des enfants irakiens, ce qui signifie que toute restriction sur le lait, les médicaments ou les vêtements qui affectera les enfants irakiens affectera également les enfants étrangers. Deuxième point, l'approvisionnement en nourriture ne peut plus être garanti pour les adultes. Un certain nombre d'Européens en font déjà l'expérience, en particulier les Britanniques. Dans ces circonstances, il est naturel de donner la priorité aux forces armées, boucliers de la nation. Tous ceux qui ne participent pas, de près ou de loin, à l'effort militaire ne seront pas prioritaires. Et comme les étrangers ne participent pas au travail des forces armées, ils partageront le sort des Irakiens. Bref, le chantage est simple et particulièrement horrible concernant des enfants. Si le blocus américain continue, les étrangers le subiront au moins autant que les Irakiens. La tension s'est aggravée la nuit dernière lorsque l'Irak a décidé de regrouper certains ressortissants étrangers dans des installations militaires et pétrolières. Un véritable bouclier humain, mais très sélectif au regard des nationalités en présence. Commentaire d'Alain Chabot. Les anglo-saxons en première ligne ont dénombré au total 3100 Américains en Irak et au Koweït, ainsi que 4500 ressortissants britanniques. Ils seraient les plus menacés en raison bien sûr de la fermeté militaire affichée par leur gouvernement. Ainsi, les 35 Américains regroupés dans 7 hôtels de la capitale irakienne auraient d'ores et déjà été dispatchés en direction de zones militaires et économiques sensibles à travers le pays. En revanche, d'autres étrangers semblent moins menacés. C'est le cas d'1 200 000 travailleurs immigrés égyptiens. Ils ne sont pas concernés par les mesures d'internement, à en croire Bagdad. Plus de 6 000 ressortissants du Caire ont ainsi franchi la frontière irako-jordanienne aujourd'hui. Autre pays qui semble épargné, l'URSS. 8 000 soviétiques résident en Irak et au Koweït. Moscou se déclarait inquiet aujourd'hui, mais plus de 200 d'entre eux ont pu quitter la région via la Jordanie au cours des dernières heures et ils viennent d'ailleurs de regagner la capitale moscovite. D'autres soviétiques devraient les suivre en principe prochainement. Plus incertain demeure en revanche le sort des Européens dont les pays participent au moins indirectement à l'armada occidentale. C'est le cas par exemple des 490 Italiens, des 890 Allemands de l'Ouest et bien sûr des 551 Français, 281 au Koweït et 270 en Irak. L'ambassadeur d'Irak à Paris a été convoqué ce matin au Quai d'Orsay où on lui a fait part de l'indignation du gouvernement. Interrogé peu après sur le sort des Français, le représentant de Saddam Hussein s'est contenté de préciser que son pays ne retenait pas d'otages. Alors, les mesures irakiennes pour obtenir la levée de l'embargo sont jugées ce soir inacceptables. À Londres et à Washington, les États-Unis s'apprêtent à mobiliser près de 80 000 réservistes. À Washington, correspondance spéciale de Georges Deschottes. Le président George Bush a nettement haussé le ton aujourd'hui en déclarant totalement inacceptable et contraire au droit international les décisions irakiennes de garder les étrangers demeurant en Irak et de les rationner en raison du blocus alimentaire décrété contre ce pays après son invasion du Koweït. George Bush, qui en dépit de la crise passe ses vacances dans sa demeure familiale de Kennebunkport dans le Maine, a fait savoir par l'intermédiaire de son porte-parole Marlene Fitzwater qu'il entend consulter les autres pays ayant des ressortissants bloqués en Irak, ce qui est le cas de la France, sur les mesures additionnelles qui pourraient être prises. Ces mesures pourraient notamment inclure une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dont les ambassadeurs se consultaient aujourd'hui en vue d'adopter une résolution demandant à l'Irak de rétablir la libre circulation des étrangers. Nous appelons l'Irak à reconsidérer immédiatement son refus de laisser partir les étrangers qu'il désire et de le faire sans délai et sans condition, déclare le communiqué très ferme lu par M. Fitzwater. Washington, Georges Descott, AFP Audio.
Côté français, le pétrolier ravitailleur Durance appareillera lundi de Brest pour le golfe Persique afin d'apporter un soutien logistique aux bâtiments français stationnés dans le golfe, notamment le porte-avions Clémenceau qui navigue depuis ce matin dans le canal de Suez. Alors Marc Ullmann, à la lumière de tout ce que l'on vient de voir et que l'on a entendu aujourd'hui en provenance de Bagdad, s'agit-il de l'ultime étape avant la guerre? C'est en tout cas très clair que les événements s'accélèrent et que le dénouement se rapproche. Alors, il ne faut quand même pas oublier que le fait de se cacher derrière les femmes et les enfants est de la part de Saddam Hussein comme un aveu de faiblesse. C'est un acte de gangster, mais c'est un aveu de faiblesse. Donc, par rapport à ça, le monde civilisé ne peut pas perdre de temps. Il peut faire une double démarche, mais partant de cet aveu de faiblesse et partant du fait qu'on a des concitoyens menacés, il peut faire une double démarche. Alors, cette double démarche, c'est d'une part, s'il reconnaît qu'il est dans une situation de faiblesse et s'il est prêt à se retirer du Koweït, etc., il y a peut-être une solution arabe pour lui sauver la face, c'est ce qu'essaye M. Moubarak. Puis alors, d'autre part, si ça ne marche pas, cette affaire-là, il y a, et c'est embranché par la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mais certains États peuvent aller plus loin. Le Conseil de sécurité de l'ONU va bien sûr condamner cette affaire-là, mais à partir du moment où il est condamné, certains pays peuvent dire, ont le droit de dire, moi je fais un ultimatum. C'est-à-dire, je me dis que tel jour à telle heure, j'envoie des avions civils, Croix-Rouge, tout ce qu'on veut, pour prendre les ressortissants. Si Bagdad ne les autorise pas à atterrir et à prendre les ressortissants, je me considère en état de guerre. Et en effet, à ce moment-là, ça rapprocherait de la guerre. Merci Marc Ullmann, le Conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait se réunir dès ce soir à la demande de Washington. Aujourd'hui encore, plus de 9000 personnes ont franchi la frontière irako-jordanienne. Les hommes quittent l'Irak, mais les denrées alimentaires y rentrent malgré l'embargo, la Jordanie s'alignant très modérément sur la décision internationale. Au poste frontière de Roum-Ouached, reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Claude Perper, Yvon Delot. 5 heures du matin, le jour se lève au bout de la route qui trouve le désert, vers la frontière irakienne. Dans la fraîcheur relative de l'aube, les camions ont repris leur trafic. Citernes gorgées de pétrole venant d'Irak, semi-remorques remplis de denrées alimentaires fonçant vers Bagdad. Ici, au poste frontière de Roum-Ouached, embargo n'est qu'un mot occidental. Les chauffeurs, eux, n'en connaissent pas le sens. Lui, le Soudanais, il transporte du pétrole d'Irak vers Zarqa, la raffinerie en Jordanie. Moi, je viens d'Aqaba, je transporte du sucre et du riz jusqu'à Bagdad. Pour ces gens, il est impensable que la frontière puisse fermer. C'est par là qu'arrive le pétrole et que la Jordanie réalise un quart de son activité économique, mais pour eux, c'est avant tout leur gagne-pain. Pour les réfugiés du Koweït, cette arche de béton plantée dans le désert, c'est la fin du cauchemar, de la peur, de la faim. Ils arrivent par milliers à Roum-Ouached, Soudanais, Libanais, Égyptiens surtout. Véhicules aux coffres bourrés, surchargés des quelques biens sauvés à la hâte, familles entières qui attendent pendant des heures l'autorisation de passer. La situation au Koweït est stable maintenant. Il n'y a plus de vrais problèmes dans les rues. Tout le monde peut circuler, rentrer chez soi, aller au supermarché. Le seul vrai problème, c'est que personne n'a d'argent. Pas d'argent liquide. Les cartes de crédit ne servent plus à rien. Beaucoup de familles ne peuvent même plus acheter à manger. Ces gens ont tout perdu et sont trop préoccupés pour penser aux autres. Est-ce que vous avez pu rencontrer des Occidentaux, des Français, à Koweït, à Bagdad? Non. Ceux-là, au volant de leur voiture, sont les plus riches. Et puis, il y a les autres, la plupart égyptiens eux aussi. Le lumpen prolétariat, déversé par camion du côté irakien, ils ont traversé le No Man's Land à pied et attendent d'hypothétiques cars. Certains sont là depuis 3 jours. Ils ont recréé sur le bitume un semblant de société autour d'un narguilé ou d'une couverture. D'autres, solitaires, se réfugient dans la prière. Et quand arrive l'autobus qu'on n'attendait plus, les plus forts le prennent d'assaut avant même que le chauffeur n'ait pu ouvrir les portes. Ces 2 derniers jours, plus de 15 000 réfugiés ont ainsi franchi la frontière. On en attend encore des milliers qui fuient le Koweït, cet Eldorado anéanti. L'un des ressortissants français détenus au Koweït et qui a réussi à s'enfuir vient d'arriver à Bordeaux. Pierre Lotissi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez réussi à fuir le Koweït où vous travaillez pour le compte d'une société de travaux publics. En 2 mots, comment avez-vous fait? Je me suis débrouillé par mes propres moyens, c'est-à-dire avec mes ouvriers et avec ma voiture.
Alors vous êtes-vous senti physiquement menacé lorsque vous étiez au Koweït? Est-ce que vous avez eu peur réellement que l'on attente à votre vie? Non, personnellement, non. Jamais? Jamais. Vous n'avez jamais senti non plus l'hostilité des Irakiens à votre égard, et quand je dis à votre égard, je veux dire en présentant votre passeport français. Avez-vous le sentiment que les Français étaient plus menacés que d'autres ressortissants européens, ou moins menacés par exemple que les Britanniques et les Américains? À mon sentiment, je pense que les Français sont beaucoup moins menacés que les Américains ou les Britanniques. Alors, les ressortissants français, vous les avez côtoyés encore ces derniers jours, puisque vous avez fui le Koweït au milieu de la semaine. Où sont-ils actuellement? Ils sont regroupés dans des appartements ou des villas très près de l'ambassade de France. Vous-même, vous étiez regroupé avec d'autres ressortissants français? Oui, c'est ça. J'étais avec des amis qui travaillent avec moi et voisins avec d'autres ressortissants français. Alors, quand vous dites avec des amis, y a-t-il des femmes, des enfants, ou s'agit-il uniquement d'hommes qui sont détachés pour raisons professionnelles? Il y a les deux. Il y a femmes et enfants. Il y a des hommes ensemble, des familles ensemble. Je vous remercie, Monsieur Lotissi, pour ce témoignage donc en direct de Bordeaux. Je rappelle que vous avez fui le Koweït il y a seulement 72 heures. Vous venez d'arriver en Gironde. Conséquence économique de la crise dans le Golfe, la bourse de Paris n'en finit plus de chuter. Plus touchée que les autres places financières, Paris a perdu plus de 6% en une semaine. L'économie française est pourtant en bonne santé. Les explications, Bernard Ségara. Have thought that it is necessary to report to you what we've been doing here over these 2 days. Alors, un petit problème, effectivement, avant de parler de la bourse et de la chute de la bourse de Paris qui a perdu plus de 6%. Un dernier point sur les positions étrangères, notamment celle de l'Union soviétique qui a haussé le ton aujourd'hui. Mikhail Gorbatchev qualifiant de trahison l'attitude de l'Irak qui envahit le Koweït. Moscou, jusqu'à présent, s'était montré plutôt modéré dans ce conflit. Le Kremlin intensifie sa pression sur le gouvernement de Saddam Hussein. Commentaire de Jérôme Catala. Alors, est-ce que l'on peut avoir Moscou? C'était quelques heures après l'invasion irakienne du Koweït, la déclaration commune et historique Beker-Shevardnadze condamnant Saddam Hussein. Puis le ministre soviétique des Affaires étrangères annonce la cessation immédiate des livraisons d'armes à l'Irak. Décision fondamentale, 80% des armes irakiennes sont d'origine soviétique. Mais depuis, Moscou a préféré rester en retrait, s'en remettant à la légalité internationale incarnée par l'ONU. La phrase de Mikhail Gorbatchev représente donc une rupture, surtout après l'annonce d'Edouard Shevardnadze, selon laquelle l'URSS enverrait les soldats soviétiques dans le Golfe si les Nations Unies créaient une force multinationale. Cette décision, le Kremlin n'a pas dû la prendre facilement. Elle s'oppose à la volonté exprimée par l'état-major soviétique et à la population du RSS, encore traumatisée par l'Afghanistan. Elle s'oppose également au souhait jusqu'ici exprimé par Moscou de laisser les pays arabes trouver une solution arabe. Mais regardez cette carte. Les frontières méridionales soviétiques ne sont qu'à un peu plus de 600 km de l'Irak et il s'agit des républiques soviétiques du Sud les plus turbulentes pour des raisons religieuses et ethniques. Or, Gorbatchev a assez de mal avec la Lituanie ou l'Arménie pour ne pas supporter de nouveaux troubles dans son pays, des troubles exportés par l'Irak. Alors je vous le disais, conséquence économique de la crise dans le Golfe, plus de 6% perdus au cours de la semaine à la Bourse de Paris. Les explications tout de suite de Bernard Ségara. La bourse de Paris est déprimée car elle manque de clients. Depuis avril, mois record du marché français, la bourse a perdu en moyenne 23% et certaines valeurs ont cédé depuis janvier 50 voire 60%. C'est le cas de Michelin, Valeo ou Valourec. La Banque de Suez, privatisée il y a 3 ans, est retournée à sa cotation initiale. En fait, ce sont surtout les valeurs sûres, les grandes sociétés qui ont voulu s'implanter aux États-Unis qui perdent le plus, comme Rhône-Poulenc, Hachette ou Péchinet, ou encore celles qui consomment du pétrole ou ses dérivés. Comme au domino, la baisse est surtout communicative. Wall Street mène la danse avec son cortège d'indices de crise et d'inflation. En réalité, aux rumeurs des canaux répond la guerre des monnaies, signe d'une très vive concurrence commerciale. D'une certaine manière, la baisse du dollar, malgré la crise dans le Golfe, malgré les remontées des prix pétroliers qui fait en général remonter mécaniquement le dollar parce qu'il faut acheter son pétrole en dollars, c'est un petit peu une façon que l'Amérique a d'exporter sa récession sur l'Europe, ou en tout cas en favorisant ses exportations et en diminuant les importations étrangères, de sortir un petit peu de cette récession qui les menaçait bien avant la crise. Les entreprises ont besoin d'argent pour investir, or les actions ne rapportent pas suffisamment. Cela explique la fuite des petits porteurs vers les SICAV,
Michel Rocard devra donc trouver pour la rentrée des formules plus attrayantes pour relancer la croissance, notamment assorties d'avantages fiscaux. C'est à ce prix que les grands investisseurs français et étrangers reviendront à la Bourse de Paris. Société, la grande journée de manifestation contre le tracé du TGV Méditerranée. De très nombreuses perturbations viennent de débuter dans le sud-est de la France. Exemple en Avignon, reportage tout de suite de Béatrice Nivois. Dès 18h30, les châteaux renardais se sont rassemblés sur le marché d'intérêt national de la ville. La déclaration du ministre des Transports aujourd'hui n'a pas apaisé la colère des Provençaux. Dès maintenant, 10 cars, 200 voitures vont se rendre sur les chemins de fer pour les occuper. On ne sait pas encore la destination de ces véhicules. Toutefois, dans le nord des Bouches-du-Rhône, on est déterminé à continuer la bataille. Je crois que depuis que le tracé de M. Delebarre est sorti sans aucune concertation, tous les gens ici sont décidés à se battre et je pense que la nuit sera chaude et longue. Du côté des forces de police, on reste très discret, mais la préfecture a d'ores et déjà décidé de laisser faire. Mais jusqu'à quand ? Les premiers trains bloqués ce soir à Toulon et à Lunel. Les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger sous forme de télégramme et avec le commentaire ce soir de Frédéric Delpech. L'armée sud-africaine s'est déployée dans Soweto, le ghetto noir de Johannesburg, pour tenter de mettre fin aux affrontements entre bandes rivales Zulu de l'Inkatha et habitants pro-ANC. Des affrontements qui auraient fait 58 morts depuis jeudi. La nuit dernière, un conseiller municipal de Soweto a été tué. À Tokora, un autre ghetto, les combats ont repris et ont fait déjà au moins 8 morts. Au total, la vague de violence a fait 211 victimes en Afrique du Sud en une semaine. Zoya Ceausescu, la fille de l'ancien dictateur, a été libérée ce matin, ainsi que son mari et l'ex-femme de Nicu Ceausescu. Le tribunal de Bucarest a pris cette décision car, je cite, les 3 personnes ne présentent plus de danger pour l'ordre public. Mais l'enquête se poursuit et un procès devrait avoir lieu à l'encontre des 3 membres de la famille Ceausescu accusés d'avoir sapé l'économie roumaine. Les Rolling Stones ce soir à Prague, dans le plus grand stade du monde, pour un concert-événement. 100 000 spectateurs sont attendus pour entendre les grands tubes du groupe, longtemps censurés sous le régime communiste. Le concert est organisé par des promoteurs tchécoslovaques. C'est Václav Havel lui-même qui a lancé l'invitation Rolling Stones. Et une campagne publicitaire sans précédent a été organisée dans tout le pays. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé dans le sud de la Corse. Depuis hier, 3000 hectares de forêt auraient déjà été détruits dans la région de Zonza. Les vents de 80 km/h attisent les flammes et rendent plus difficile le travail des avions et des hélicoptères. Une centaine de pompiers sont mobilisés. Actualité hippique maintenant. À partir de ce soir débutent à Deauville les célèbres ventes de yearling. Pendant 6 jours vont être adjugés plus de 500 des meilleurs chevaux français. Des ventes qui commencent pourtant dans un climat d'incertitude dans la mesure où les années précédentes, les principaux acheteurs étaient des princes arabes. Ils ne sont pas là cette année. À Deauville, reportage de Jean-Pierre Quinson et de Robin Teboul. Il est 9 h, Deauville s'éveille dans le luxe et la tranquillité. Les palaces affichent complets, à part quelques princes arabes qui ont annulé leurs réservations. La plupart des habituels clients des ventes de yearling sont présents. À la même heure, l'établissement de vente. Les éleveurs commencent à présenter leur production de l'année. Ici, l'ambiance est moins sereine. La défection probable des acheteurs arabes, la baisse du dollar, la chute des bourses mondiales fait craindre une extrême frilosité des investisseurs. Après plusieurs années médiocres, les éleveurs redoutent un très mauvais résultat dont certains ne se relèveraient pas. Les éleveurs sont très inquiets, dans la mesure, encore une fois, où ils ont beaucoup investi leurs derniers fonds, ils les ont mis dans les ventes qui se déroulent cette année pour essayer d'amener de bons yearlings. Et ils craignent de ne pas rencontrer une demande internationale qui, pour des raisons, encore une fois, purement accidentelles, pourrait éventuellement ne pas se manifester à l'occasion de ces ventes. Le salut pourrait peut-être venir des Japonais. Ils ont récemment investi massivement sur le marché américain. Ils sont plus nombreux que jamais à Deauville, un élément qui rassure les organisateurs. Je ne prévois pas nécessairement une baisse. On peut peut-être avoir un chiffre qui s'approche de celui de l'année dernière, dans la mesure où notre catalogue est très nettement supérieur à celui de l'année dernière et où de nombreux nouveaux acheteurs sont présents. Dès ce soir, on devrait connaître la tendance. On pourra également apprécier indirectement la façon dont certains milieux fortunés apprécient la gravité des événements actuels.
Basket maintenant, la Yougoslavie sera la grande favorite de la finale du championnat du monde qui l'opposera à son grand rival européen, l'URSS, demain à Buenos Aires. Les Yougoslaves sur ces images ont éliminé les États-Unis en demi-finale sur un score assez net malgré tout de 99 à 91. Déjà 2 fois titré en 70 et en 78. La Yougoslavie cherchera à rejoindre au palmarès l'URSS, seul pays 3 fois couronné. Football, la retraite d'un ange demain à Royan. Dominique Rocheteau, surnommé l'ange vert, tourne la page sans nostalgie véritable, mais laisse derrière lui le souvenir d'un joueur talentueux dont la carrière avait commencé près d'une bourriche d'huîtres à Étaules en Charente-Maritime. Serge Gian. La belle aventure de Dominique Rocheteau a commencé sur le terrain d'Étaules, petite commune de Charente-Maritime, située près de Saintes. Fils d'ostréiculteur, Dominique n'était pas préparé à embrasser la gloire, mais amateur de football lui-même, son père lui a transmis sa passion. Il était très doué tout petit. Et avec son père, seulement, il touchait la balle constamment tous les jours. Alors, mais malgré ça, il était doué, donc son père était très doué aussi, alors ça suivait le tempérament. Doué vraiment, Dominique Rocheteau? Enfin, pour arriver à faire une carrière, il faut surtout travailler, il faut d'autres qualités que simplement le don, je crois. Doué ou pas, Rocheteau se révèle au grand public en 1975. Son tremplin, la réussite de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Ses envolées sur le côté droit et ses dribbles cheveux au vent en font de lui une star à 20 ans. Il mettra longtemps à assimiler cette réussite précoce et refusera toujours d'être surnommé l'ange vert. Et pourtant, que ce soit sous le maillot de Saint-Étienne, du Paris Saint-Germain, de Toulouse ou encore de l'équipe de France, Rocheteau conserve un comportement exemplaire. Un ange qui subit sans broncher les violences des défenseurs et les ennuis physiques. Très réservé dans la vie, Dominique Rocheteau avait trouvé dans le football le meilleur moyen d'expression. Balle au pied, il aurait voulu partir pour les États-Unis. Mais à 34 ans, il a souhaité arrêter sa carrière. Les anges aussi peuvent prendre leur retraite. Avant de refermer ce journal, des images toutes chaudes, même si elles sont bien fraîches, celles de la Coupe du Monde de surf qui se déroule à Lacano, une épreuve qui permet de révéler de nombreux jeunes talents, comme le Californien Kelly Slater qu'a rencontré il y a quelques instants Alain Dormans. Le surf à Lacano. Oui, non? Les objectifs des plus grands aux plus petits scrutent le large. À l'horizon, la nouvelle vague de la glisse, représentée par l'Américain Kelly Slater au style pur et radical, et l'Australien Nick Wood, surfeur de l'extrême. Kelly Slater, âgé de 18 ans, suspendu à l'écume tel un équilibriste, dessine les figures les plus difficiles à l'image de ce tube, exercice suprême en surf. Vainqueur hier du champion du monde Martin Potter, le jeune Américain jongle avec autant de facilité les vagues que les bancs d'école. Samedi prochain, je retourne aux États-Unis pour la rentrée des classes. Ainsi, je terminerai ma dernière année à l'high school. Je reviendrai surfer à la fin de la saison qui correspond à la fin de la scolarité. J'attaquerai ensuite le circuit et je serai de retour à Lacano. Alors seulement, je passerai professionnel. Profitant des jaillissements d'écume, Slater prendra le meilleur sur Nick Wood du bout des lèvres des vagues. Nick Wood, 13e mondial, rivalisera de génie avec Slater, mais devra finalement s'incliner. Slater réalisera le score le plus élevé à Lacano, 101,9 points. Je me sens très bien, je suis en confiance. J'ai eu assez de chance aujourd'hui avec de belles vagues. Par contre, hier, avec Martin Potter, le choix des vagues était moins judicieux. La série m'était vraiment favorable aujourd'hui. Après Freddy Slater, qualifié en quart de finale, où il affrontera Tom Carroll, la vague montante de la glisse encore à l'honneur avec la performance du Brésilien Padarats qui a éliminé Anderson. Dans le bouillon des vagues, décidément la glisse des jeunes talents est en pleine effervescence à Lacano. Avant de refermer ce journal, les rapports du tiercé Carté Plus qui s'est couru à Deauville cet après-midi. Pour gagner et pour 6 francs, il fallait jouer dans l'ordre le 2, le 16, le 3. Je pense que les rapports vont s'inscrire sur votre écran dans un court instant. Si vous avez donc bien joué, vous avez gagné 16 230 francs dans l'ordre. Et puis dans un ordre différent, 3 246 francs. Le Carté Plus pour 8 francs, le 2, le 16, le 3, le 15. Vous avez gagné dans l'ordre exact d'arrivée 92 527 francs 20 et dans un ordre différent 6 852 francs.
Dernière information de cette édition très largement consacrée à la situation dans le Golfe Persique. Protestation commune ce soir des ambassadeurs de RFA, de France et de Grande-Bretagne à Bagdad. Vous le savez, l'Irak a décidé de retenir en quelque sorte comme otages les ressortissants étrangers dans son pays afin de s'en servir comme bouclier humain contre les installations vitales de l'Irak qui pourraient être menacées par des bombardements. L'Irak qui réclame la levée de l'embargo et qui menace en quelque sorte de famine les étrangers qui sont sur son sol. Nous redéveloppons bien sûr toutes ces informations à 22h30 dans Soir 3. Tout de suite, la météo de Michel Touré. Bonne soirée à tous, à tout à l'heure.